Bonjour à tous, Pierre Alagourion pour l'Accroche Scénariste dans le cadre du festival des scénaristes de Valence, voilà, avec qui on collabore et qui a bien voulu nous suggérer, on lui a suggéré un petit peu aussi, d'inviter à notre entretien Joris Moriot. Joris, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté le principe. Merci de me recevoir. Ouais, mais c'est un vrai bonheur de recevoir. On est hyper content déjà. Là, je pense que le niveau de bonheur est difficilement mesurable. Bon. Il est au max. Bon, voilà. On démarre avec un sourire. Ben ouais, toujours. Ils sont tellement sympas ces gars-là, mais qu'est-ce que tu veux quoi? On peut pas s'ennuyer avec des gars comme ça. Voilà. Alors, le profil de Joris Moriot, c'est que avant d'être scénariste, il a été technicien. Ouais. Ça m'a frappé, c'est assez rare. Oui, je pense que c'est pas si courant. Ouais. De commencer par être chef opérateur. Ouais, c'est vrai. Et parce que tu avais fait une formation, En fait, oui. J'ai fait un BTS audiovisuel, qui est donc juste après le bac en 2 ans. Chef opérateur, je l'ai fait un peu, mais c'est ce que je visais quand j'ai fait mes études. J'ai surtout appris le cadre, la caméra, plutôt en vidéo, mais j'ai aussi appris la lumière et j'en ai fait un peu. En fait, comment je me suis retrouvé là? Oui. Ok. Moi, depuis tout petit, j'aime le cinéma et assez tardivement, je me suis rendu compte que ça pouvait être une carrière. Je savais que c'était un métier réel. J'ai un souvenir vivace d'une conversation quand j'avais 10 ans, 10-11 ans, de ma mère qui m'a dit « mais oui, ça existe, on peut en faire un métier ». Ah ok, j'ai gardé ça dans le coin de ma tête et j'y ai repensé en terminale. J'étais dans un bon lycée, je me destinais à faire plutôt des prépas, comme mon grand frère. On l'avait fait avant moi. Le bon élève qui suit bien la trace. Le bon élève, mais pas complètement, parce que j'étais assez bon pour suivre un parcours classique, mais j'avais pas le feu du travail, on va dire. Donc, prépa scientifique, pas le feu du travail, je me suis dit ça va coincer très vite. Et je me suis rappelé que j'ai toujours aimé le cinéma mais que en fait, peut-être c'est ça que je voulais faire. Et pas ingénieur en aérospatial comme je le pensais. Un peu par défaut de « ah tiens, j'aime bien l'astronomie, ça a l'air bien, ça a l'air un peu scientifique, ça a l'air sérieux ». Cosmonaute? Non, pas cosmonaute. J'avais déjà un côté, spationaute à la française. Oui. Non, j'avais déjà un côté, non, je serais le nerd derrière l'écran, ingénieur. Ouais. Et donc, au moment des orientations, je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait des écoles de cinéma connues comme la FEMIS, le Lumière, mais qui étaient accessibles à partir de Bac+2. Donc, qu'est-ce que je fais en attendant? D'accord. Et je voulais être réalisateur par défaut parce que je connaissais peu les métiers du cinéma. Personne dans ma famille travaillait dans l'industrie. Donc, j'ai découvert qu'il y avait un BTS audiovisuel et je me suis dit, bah tiens, ça c'est quelque chose qui m'a l'air concret par rapport à la fac ou des écoles prépa qui préparent à ces écoles-là, mais je me suis dit, c'est pas mal de commencer par quelque chose de pratique, ce sera plutôt un atout après pour quand je ferai ces grandes écoles. Moralité, j'ai complètement changé d'avis, j'ai découvert la technique en image et ça m'a plu et j'ai voulu tout de suite travailler en fait. D'accord. Donc les 2 ans de BTS audio, visuel, finalement c'était pour boucher le trou, pour arriver, pour avoir le Bac+2. Carrément, et en fait j'ai choisi de faire on avait des exercices pratiques et je me suis dit tiens, je vais faire une espèce de reportage documentaire sur les formations. Comme ça, j'irai voir comment ça se passe à la FEMIS, à la Lumière. Et à ce moment-là de ma vie, je me suis aperçu que je n'avais pas envie de faire ça. J'ai envie de continuer ce côté pratique sur le terrain et pas me mettre dans l'optique d'un concours, parce que c'est ça. C'est quand même, je l'aurais jamais intégré la première fois. Quoi donc, la FEMIS? Oui, ou même la Lumière. Ils prennent à partir de Bac+2, mais je n'étais pas assez mûr pour, je comprends. Pour intégrer tout de suite. Il m'aurait fallu sûrement repréparer ce concours. Probablement. Et j'avais envie de faire des tournages. Et ce que j'ai fait, plutôt en institutionnel, mais aussi en fiction. La lumière me plaisait, vidéo surtout. Et la lumière me plaisait, la caméra me plaisait, mais l'assistanat caméra me parlait pas du tout.
À l'époque, il y avait encore pas mal de choses en pellicule, donc c'était vraiment la voie obligatoire pour devenir chef-op, quasiment obligatoire. Commencer par être assistant du chef opérateur, stagiaire, deuxième assistant, grimper les échelons comme ça par contact aussi, et pour avoir une chance un jour de devenir chef opérateur. J'avais rencontré Pierre Haïm, le chef opérateur notamment de Kassovitz, qui m'avait dit que oui, lui, il avait un parcours un peu atypique, il avait commencé plutôt à faire le plus tôt possible chef opérateur. Et moi ça me plaisait bien, je me suis dit tiens, j'aimerais bien faire ça. Et j'ai eu par contact l'opportunité d'aller participer à un film indépendant aux États-Unis en tant qu'assistant. Et par miracle, la réalisatrice productrice s'est pas entendue avec le chef opérateur et j'ai pu prendre sa place en fait en me disant mais moi je suis prêt, j'ai telles idées et il n'y avait pas de budget indépendant américain. Avoir la chance de pouvoir faire mes images d'un film indépendant américain. Et les images étaient pas mal, mais la productrice réalisatrice était folle et le tournage s'est arrêté. Vraiment, c'était vraiment un sacré caractère. Et on ne s'est pas entendu au moment de l'arrêt de la production. Et elle m'a dit oui, bien sûr, je te donnerai tes images. Elle n'a jamais donné mes images. Et je suis rentré en France sans images et sans possibilité de montrer ce que j'avais fait, qui était quand même une bonne expérience. Et là, je me suis dit, ça ne va pas le faire. J'ai pas le feu pour repartir au combat, pour devenir chef opérateur, me prendre d'autres murs comme ça, ou essayer d'être un assistant un peu moins médiocre. Affronter cette violence. C'était pas une violence, c'était une déception. Mais, oui, mais enfin, elle te donne pas les images. Oui, enfin. C'est de la rétention. C'était de la rétention d'images. Oui, c'était violent, mais en fait, je sais pas si je l'ai vécu comme violence, plutôt comme c'était attendu. J'étais pas surpris. Je me suis dit, bon, évidemment, ça serait étonnant qu'elle se venge pas de notre relation qui a mal tourné. Elle me faisait porter le chapeau de l'arrêt de la production, alors que non, j'étais le chef-op, donc pas du tout, c'était vraiment un autre. Voilà, donc un début plutôt avec la technique, ce qui me paraît aussi être intéressant parce que quelque part, on doit être quelque part un peu débarrassé des problèmes techniques qui évidemment ne vont pas manquer de se poser à tel ou tel moment. Au moins on sait les résoudre, puisqu'on est passé par là. Je me trompe ? Il ne faut pas dire ça, quoi. Oui. Je ne vous laisserai pas dire ça, monsieur. Bon, allez-y. Non, mais ça m'a donné une base technique, un savoir. Mais je manquais quand même d'expérience à la lumière et les chefs-op aujourd'hui, j'en croise qui sont largement meilleurs que moi. De toute façon, le métier évolue beaucoup, évidemment. Mais non, ça m'a donné un savoir intéressant. Ça ne me débarrasse pas du tout des contraintes techniques et je ne peux pas tout anticiper non plus des contraintes d'un tournage avec l'expérience, mais des projets, pas seulement de mon expérience de technicien qui date un peu. C'est comme ça qu'on peut mieux appréhender ce qui va se passer. Mais ça m'a aidé, mais c'était pas tant un atout que ça, je dirais. La première image, le premier souvenir d'un film, comme ça, qui te vient ? Je me souviens du premier film que j'ai vu, mais je m'en souviens a posteriori. Disons que je ne me souviens pas de moi devant le film. Je me souviens de où c'était au Paramount Opéra, la salle du bas. Paramount est devenu un autre cinéma maintenant, à Paris. Et c'est une salle vraiment qui était très belle, où il y a très large. Le décor est très, très chouette. Et c'était le retour du Jedi. C'était avec mon père. Et 83. Et c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Voilà. Je ne me souviens pas du film. Mais je me souviens d'avoir vu ça. Et je me souviens de la salle, parce que je l'ai refréquenté aussi après. Je fais plusieurs fêtes du cinéma au Paramount Opéra. Donc, Voilà, parce qu'on a tous quelque part un rapport à nos souvenirs au cinéma ou à la télévision, mais au cinéma plus spécifiquement, parce que c'est plus prégnant pour un enfant, pour un jeune, cette grande image, le noir, la collectivité qui est installée là, donc l'espèce de communion qui se passe dans le noir, ça génère souvent des souvenirs forts. Oui, et puis moi j'ai grandi dans les années 80, donc la télé c'était beaucoup moins développé, donc effectivement mes souvenirs, c'est le souvenir du cinéma surtout, quoi. Mais remarque, après j'ai vu quelques films à la télé dont je me souviens. Ouais, par exemple.
De quel film je me souviens de mon enfance? Ouais. Je me suis. Après, c'est là où je me dis que j'ai des souvenirs périphériques de cinéma. Ça veut dire autant que des souvenirs de cinéma. Je ne sais pas ce que ça veut dire de moi. Périphérique de cinéma, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me souviens de l'échange que j'ai eu avec la guichetière mes cinémas Gambetta, oui. où je vais voir ce film avec ce mec qui a une concession de voiture, et c'est Robin Williams, et je ne sais plus le nom du film. Et j'ai 10 ans, elle me dit, mais non, mais c'est pas un film pour toi, va voir ce film-là. Et je la regarde comme ça, moi je suis déjà cinéphile, je fais, mais si, c'est un film pour moi. Le film n'était pas fou, mais je l'ai aimé à l'époque. Oui. Et j'ai un souvenir mais vivace de ça. On me dit, c'est pas pour toi. Je fais, mais comme si elle me connaissait moi. Elle se base sur un gamin de 10 ans. Elle dit, les gamins de 10 ans aiment les films pour enfants. Mais c'est absurde. Et je me souviens, ce que je pense en tant qu'adulte, c'est complètement raccord. Et ce que je pense en tant qu'enfant, ça c'est touchant, quoi. J'ai pas changé d'avis, j'ai le même avis 30 ans plus tard, c'est drôle. J'aime bien l'idée de souvenirs périphériques du cinéma. Parce que quelque part, si on réfléchit, on en a tous aussi. Des choses qui sont associées, en quelque sorte, à ce moment fort psychologiquement, qui est l'écran blanc ou l'écran noir. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors, ensuite, tu as été, entre autres, investi beaucoup dans les séries, et en particulier dans Les Grands. Ouais. Alors peut-être que tu peux nous en parler, c'est intéressant. Et peut-être trouver aussi une scène, qu'on pourrait proposer à nos spectateurs, qui décrivent un rapport réussi ou raté. J'ai lu quelque part que tu aimais bien les échecs aussi, on va en reparler. De rapport entre l'écriture et la réalisation. Ouais. Donc Les Grands, c'était quoi? Les Grands, c'est quoi? C'est une série avec des ados qui suit des adolescents dans la saison 1 qui sont en 3e, en fin de collège, et qu'on va suivre durant 3 saisons. Au début, je ne savais pas combien de saisons allait durer la série, jusqu'au bac, alors 18 ans. Et c'est... je crée Les Grands avec mon co-auteur Benjamin Parent à un moment où on se dit que les séries d'adolescence, on a des références américaines qu'on aime beaucoup, comme la série d'Apato sur les ados, Freaks and Geeks, ou des films de John Hughes dans les films sur les ados, mais on ne retrouve pas complètement ça en France. Il y a encore un regard de haut, on n'est pas avec eux, les adolescents, on les regarde en disant regardez comme ils sont typiques ou ridicules ou quoi que ce soit. Et nous, on se dit, mais on veut faire une série qui parle d'adolescence à leur niveau, sans que ça soit extravagant dans un sens ou dans l'autre. Les adolescents moyens, qu'est-ce que c'est? Parce que même chez des adolescents moyens, ça ne veut rien dire, mais il y a des sentiments forts, il y a des choses hyper sensibles et des choses qui nous touchent beaucoup. Et on crée la série avec cette envie-là. On a fait plusieurs choses et en fait, ce qui va faire exister la série, c'est un autre projet qui s'est pas fait, ce qui était un programme court où des adolescents parlent et échangent dans un lieu tranquille, qui sont les toilettes de leur collège, côté filles, côté garçons. Donc c'était le coin des filles et le coin des garçons. Et on avait une production qui nous a suivis, mais ça n'a pas été jusqu'au bout. Mais Benjamin, qui voulait réaliser son premier court-métrage, au moment de réfléchir à ce qu'il voulait faire, il s'est dit, et on lui a dit, mais cet épisode dans ce projet qui n'a pas abouti, ça ferait vraiment un très bon court-métrage en fait. À partir d'un épisode d'une série qui, elle, n'est jamais sortie. D'accord. On a écrit plusieurs épisodes. Oui. Et ça, c'est ce qui va donner Ce n'est pas un film de cow-boy, qui était déjà là à la base et qui a été remanié pour en faire un vrai court-métrage par Benjamin et qui en festival et qui a vraiment marché parce qu'il a eu beaucoup de prix en festival, il y a eu beaucoup de sélections, il a été sélectionné au César aussi, donc c'était hyper inattendu et touchant de voir à quel point le film a plu aux gens et a parlé aux gens et
grâce aussi à l'existence de ce court-métrage qui a marché, on a pu réexaminer tout le matériau qu'on avait et commencer à envisager de faire une vraie série sur les ados, plus longue, qui est devenue Les Grands. Donc. Tournée avec des ados, in situ. Voilà, dans un établissement. La première saison a été tournée dans un lycée, mais on faisait semblant que ce soit un collège. Mais oui, bien sûr, cours. Mais donc c'était un long développement, plein d'embûches. On est entre l'envie de faire ça et on a rapidement trouvé un producteur pour nous accompagner, Empreinte Digital. Bonjour Empreinte. Et ça a été long. Une création de série, c'est toujours difficile. On se pose 1000 questions, savoir, on sait pas quel est le bon format, qu'est-ce qu'il faut privilégier. Donc c'est énormément de discussions. Et une fois que les jalons sont posés, tout est plus facile, évidemment. On est sûr de nos personnages, ils existent, ils sont là, ils ont fait quelque chose à l'écran, l'arène existe, voilà. Il y a beaucoup moins de négociations sur ce qu'il y a à faire. De toute façon, il y a de l'existant. Mais au début, tout est possible. Donc c'est vrai que c'est long et c'est des discussions à bâton rompu. Alors on va revenir sur cette spécificité donc, du tournage et de l'écriture d'une série. Mais avant, peut-être que tu as un souvenir d'une scène spécifique et qui pourrait être comme illustratif, par exemple, du rapport entre l'écriture et le tournage. Je disais, oui. Voilà. Oui. Alors, oui, je pense à quelque chose. Faut savoir que sur Les Grands, finalement, il y a eu différentes configurations d'écriture, mais on s'est retrouvé dans la configuration qui a duré le plus longtemps à 3. Donc on était 3 scénaristes. Oui. L'un des 3 scénaristes était le réalisateur de la série, qui est donc finalement Vianney Le Basque. Victor Rodenbach écrivait en scénariste et j'écrivais en tant que scénariste. Et donc dans notre petite room, on se demandait, lors de la saison 1, comment deux de nos personnages principaux allaient tomber amoureux à l'écran. On savait qu'ils voilà, dans leur arche de donc on écrit, ils tombent amoureux, après comment on le montre. C'est ça, voilà. Hein, oui. Bon, bah, voilà, ils sont là, c'est la nouvelle, elle arrive, et ils se remarquent tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose. Mais, ok, on explore des codes maintes et maintes fois explorés par ailleurs. Donc effectivement, on sent tout de suite, ces deux-là, il y a une histoire. Mais on voulait, je me souviens, dire, mais ok, mais ce serait bien de le montrer quand même, ce serait sympa de montrer le petit moment de bascule où ils partagent quelque chose qui leur est propre, quelque chose qui est précieux, qui n'appartient qu'à eux et qui font qu'ils tombent amoureux. Mais ok, on est dans un collège quoi. Et donc on a réfléchi, on a trouvé, je crois, assez vite et c'était, ça n'a pas été, là pour le coup, ça n'a pas été des longues discussions, c'était ouais, ça on pense que ça peut marcher. Donc vous l'écrivez. Simple à écrire. Oui. Et en fait, il y a ce lieu qui est sur le toit qui appartient au petit groupe d'ados qu'on suit, sur lesquels ces deux-là vont se retrouver parce qu'ils ont séché le sport à ce moment-là et ils fument tranquillement posés sur un vieux canapé qui est posé sur le toit. Et on dit tiens, ce serait marrant que en fumant, ils plaisantent et ils se mettent à délirer autour de la air guitare, de la air batterie. Ce faisant, ils entendent la musique qu'ils font, ils disent tiens, t'entends, oui, et voilà, on se dit ça c'est l'idée de base qu'on écrit assez brièvement dans le scénario, mais avec l'idée que vraiment la musique viendrait et que ça pourrait être assez joli. Et c'est là, en fait, que comme je dis, c'est parfois juste la volonté de trouver une idée qui peut être très simple, qui va faire que à la fin elle existe, quoi. C'est que si on s'était pas posé la question, la réussite, après, c'est l'exécution aussi. C'est que l'exécution, on a eu la chance sur Les Grands d'avoir une musique vraiment super. Et la réalisation de Vianney Le Basque était parfaite. Et les acteurs, les actrices, franchement, ont vraiment incarné ça de manière plus que satisfaisante. Non, on était ravis. La communion et la cohésion artistique entre l'idée de départ, la réalisation, la musique, le jeu des deux comédiennes et comédiens et la réalisation. Voilà. Et c'est par la musique que l'amour arrive ? La musique souligne ce moment-là, mais l'amour arrive parce qu'ils partagent quelque chose qui est un peu ridicule, mais qui appartient qu'à eux et qui est un délire et le pousse jusqu'au bout et c'est assez joli de la manière dont la musique arrive. Moi, c'est un extrait que j'aime beaucoup. Et ce qui
voilà, ce qui nous permet aussi de montrer les contrepoints des personnages et tout. Ça, c'est la magie du montage. On savait que dans le scénario, il y a d'autres personnages qui vivent des choses. Ça fait un joli contraste, je trouve. Voilà. Alors, la spécificité de ce travail sur les séries, oui. Ça c'est intéressant. La série s'est multipliée, les opportunités de séries sont de plus en plus grandes dans le monde, j'allais dire, actuel. Donc, on tourne beaucoup, on a besoin de beaucoup de scénaristes. En même temps, ces scénaristes, il faut les faire travailler d'une manière un peu particulière. C'est pas l'auteur génial qui est dans son coin, dans sa chambre, et qui va pondre je ne sais quel Flaubert, je ne sais quelle Madame Salammbô, etc. Non, c'est un travail, comme on dit, dans une room, oui. C'est-à-dire une pièce où il y a une bande de scénaristes. Il y a plusieurs configurations oui. d'écriture. Oui. On peut être dans une room à plusieurs, oui. On peut être seul chez soi ou au café ou ailleurs. On peut être à deux, on peut se relayer à distance en travaillant de temps en temps par Zoom et voilà, en faisant des passes successives sur un document. Je dis toujours, il n'y a pas qu'une manière de faire, donc voilà, il n'y a pas une bonne manière de faire évidemment. Je ne sais plus qui disait, mais tout le monde n'en sait rien. Non, personne n'en sait rien. Oui, oui. On fait tous semblant de dire oui, c'est ça qu'il faut faire, bien sûr, mais jusqu'à preuve du contraire. Oui. Donc voilà, c'est un moment, il doit y avoir un consensus de tous ceux qui participent ou toutes celles qui participent sur le projet. Et après, c'est un pari. Est-ce que c'est important de bosser avec le réalisateur? Parce que toi, tu n'as pas été réalisateur toi-même. Ou sûr? Oui, assez peu. Parallèlement à ma courte carrière de technicien, oui. J'ai fait un peu de réalisation, d'accord. Un peu institutionnelle, publicité. Mais c'est pas ce qui te branche? En fait, j'ai essayé la réalisation. Oui. Ça a été plus ou moins compliqué. Il y a des choses que j'aime bien, d'autres que j'aime pas dans ce que j'ai fait. Et à un moment, j'ai senti que j'étais peut-être meilleur scénariste que réalisateur. D'accord. Et je me suis concentré en me disant, mais je vais essayer vraiment d'écrire sérieusement en me concentrant dessus et j'ai jamais repris la réalisation. Parce qu'en même temps, sur le plan, comment dire, alimentaire, sur le plan financier, je lisais hier le petit livre qui a été produit par un ensemble de scénaristes, l'autoportrait d'un scénariste. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, on a l'impression que c'est un milieu de crève-la-faim, en tous les cas en France. Oui et non. Alors oui, c'est un métier difficile. Oui, c'est un métier où, pour avoir une stabilité financière, on parle d'années. C'est très long pour pouvoir faire que ça et avoir des revenus réguliers surtout. Pas de protection sociale, pas de maladie, pas de vacances. On est au droit d'auteur et oui. Pas de système. C'est un droit qui est parfait pour l'existant. C'est qu'une fois que l'œuvre existe, l'œuvre est parfait, qui est très bien. L'œuvre est très bien protégée en France. Ça, oui. L'auteur. Non, l'œuvre. C'est pas pareil. L'auteur, l'œuvre, oui. D'accord. L'œuvre est déposée. Oui. On fait la SACD récolte les revenus qu'elle gère et le redistribue aux ayants droit. Mais ça, c'est pour l'existant. Une fois que l'œuvre existe. Mais en amont, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça peut être parfois un chaos total ah bah oui, tu seras payé peut-être si tu rends ça. Et ah bah non, là, on va pas prendre ta version, donc ce que tu espérais pour la version 2, non, tu l'auras pas. Ah, là, on va t'adjoindre quelque chose. Bon, bah tu comprends, l'enveloppe est réduite parce qu'il faut faire de la place à quelqu'un, tu comprends bien. Ça, c'est quand ça se passe moyennement. Après, des fois, ça se passe très bien et parfois l'enveloppe est agrandie quand un auteur arrive, ça arrive souvent. En fait, rien n'est dans le marbre. Tout est négociable de gré à gré. Donc, soit entre scénaristes et producteurs, vu que c'est les producteurs qui nous engagent, soit entre producteurs et agents si on a la chance d'être représentés. Mais il n'y a pas encore vraiment de canon, de contrat et de conditions de travail. C'est en train de changer, ce que je dis, parce que voilà, peu à peu, il y a des négociations. Donc là, notamment, il y a eu des accords
historique, exploiter la série, auteur et scénariste sur la définition d'une bible de série, donc le document qui va servir à exploiter la série, et un minima donc financier de bible. Donc ça y est, c'est validé par un accord, donc ça fait référence. Mais des références comme ça, on n'en a pas assez en France. On négocie beaucoup, il y a des syndicats qui participent aux négociations depuis des années, qui font un gros travail. Comme la Guilde des scénaristes ou le nouveau syndicat des scénaristes qui vient de se créer. Mais on n'a pas le même pouvoir que la WGA, la Guilde américaine, qui rend obligatoire le fait de travailler par une adhésion à la Guilde. Donc le rapport de force n'est pas favorable aux scénaristes. C'est pas la même. Donc, bon, eux, ils ont des accords qui vont faire telle épaisseur quand on pose toutes les feuilles sur un bureau. Nous, on a ça pour l'amont. Donc, c'est un long combat, il y a encore beaucoup de choses à négocier. Et c'est ce qui fait que c'est parfois aussi difficile d'en vivre. Après, dans mon cas particulier, j'ai eu beaucoup de chance, on va dire, et c'est vrai que ça s'est plutôt bien enchaîné pour moi à mes débuts. Quand j'ai décidé de devenir scénariste, je suis devenu scénariste et j'ai jamais cessé de travailler. Et tu n'as jamais eu besoin d'aller faire des petits boulots alimentaires ou des choses comme ça? Tu as réussi à... Genre, je veux faire ça à plein temps, j'ai fait ça à plein temps, j'ai fait que ça. D'accord. Ouais. D'accord. C'est inhabituel. Et oui, il me semble que c'est relativement rare. Oui, la chance. Bon, ou le talent. Non, c'est aux autres de le dire, c'est sûr. Non, mais le talent, non, mais important, les talents divers, quoi. Les talents, enfin, la volonté, quoi, de le faire, je pense que c'est plus important que le talent, et le fait de dire non, mais c'est vraiment ça mon objectif. On parle parfois de projet personnel, projet de commande. Moi, quand j'ai commencé à vouloir être scénariste, j'avais zéro envie de faire des projets personnels. Je voulais être scénariste professionnel. Je voulais être payé pour ce que je fais. Donc moi, j'ai cherché de la commande pendant 10 ans. Mais tu ne voulais pas exprimer tes propres idées? Non, je ne m'en sentais pas capable. Oui. Je pensais que ça n'allait pas être intéressant. Oui. Je pensais que je n'avais pas le niveau. Oui. Et je pressentais que ça allait être compliqué financièrement. Donc moi, je voulais écrire, être payé pour écrire. Et par hasard, donc j'ai commencé par faire plutôt des programmes courts au début de ma carrière de scénariste. Et rapidement, j'ai fait des dessins animés, la série d'animation pour la télé. Et j'ai écrit donc beaucoup d'épisodes, mais donc en commande pour des séries existantes. J'en ai fait une. Puis en animation, alors En animation? Ouais. D'accord. Et c'est spécifique, ça, c'est particulier, le travail par rapport à l'animation, du point de vue du scénariste? C'est des règles vraiment très communes. Oui. En fiction, c'est vrai qu'il y a un peu, parmi la production, les gens qui travaillent, même parfois les scénaristes, il y a un peu une méconnaissance de ce monde-là. Et c'est dommage, parce que c'est plutôt, même s'il y a beaucoup de passerelles et scénaristes d'animation qui vont à la fiction et vice-versa, comme moi, c'est pas si courant. Et donc c'est vrai que j'ai eu la désagréable impression de quand j'ai voulu commencer à faire de la fiction, même si j'avais 10 ans d'animation et beaucoup d'épisodes à mon actif, c'est comme si je n'avais rien fait. Ah oui, t'es un petit jeune, t'arrives. C'est ça. Bon, ok. J'entends souvent ça dans le métier. Des gens qui ont fait plein de choses, qui ont une carrière, qui ont de l'expérience, etc. Et puis qui changent un tout petit peu de domaine. Et donc on leur dit, bah là, dans ce domaine-là, mais t'es un petit jeune, quoi. C'est frileux. Les gens veulent être rassurés par quelqu'un qui a fait le job. Et c'est valable bien sûr pour fiction animation, mais on peut rentrer dans les genres. Oui. Ah, mais t'as pas fait de comédie, t'es sûr que tu seras à l'aise. Ah, t'as pas fait de polar, est-ce que c'est pour toi? Les gens sont drôle de monde, quelque part, ce monde du cinéma et de la télévision, où à la fois, les gens sont très ouverts, on peut tout dire, et en même temps, c'est aussi très conventionnel. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Je dirais pas ça quand même, parce qu'il y a toujours moyen de forcer la porte et de faire ses preuves et d'avoir l'occasion, pas tout le temps, mais à un endroit, de dire non, mais je vais le faire et ça va marcher. Et il y a une curiosité quand même. C'est comme je disais tout à l'heure, moi je commence, j'ai zéro contact. Et j'ai fait un BTS audiovisuel, mais de caméraman. Donc j'ai aucun lien avec l'écriture, le scénario et j'ai appris sur le tas. Et pourtant j'arrive à en faire mon métier parce que voilà, il y a un moment, une curiosité des gens qui disent ah bah tiens, qu'est-ce que tu as fait? Tiens, j'ai fait ça. Ok, allons-y.
les opportunités ne sont pas de malade quand on commence comme ça sans réseau, mais il y en a toujours à un moment. Quand on les cherche. Moi, j'ai chose inhabituelle aussi. Moi, comme je voulais travailler dans la commande, moi, j'ai pris le Dixit et j'ai appelé tout le monde. Donc, j'ai passé des centaines de coups de fil. Des centaines. J'ai fait des centaines. J'ai fait de la prospection téléphonique pour ma personne, de manière assez mécanique. Et comme je savais que ça allait être ennuyant à mourir et que j'allais me prendre 99% de non merci, ou la personne n'est pas là, je me suis dit, bon, je vais faire ce que j'aime, c'est raconter des blagues. Et comme ça, peut-être les gens s'en souviendront de moi. Je dis, mais pour me souvenir, je vais noter les blagues critiques. Parce que, alors, voilà. Tu vas y arriver, tu as ton téléphone là, ouais. Et tu téléphones à quelqu'un, tu téléphones à un producteur, je suis le producteur, vas-y. Ouais, mais ça dépend de ce que tu dis, je vais rebondir sur ce que tu dis. Genre, oui, bonjour, j'ai vu que vous étiez en train de faire ce projet de série La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Je voulais savoir, donc c'est quelque chose qui est en pré-production, c'est ça? Mais vous êtes de la région, jeune homme? Non, je suis malheureusement francilien. Vous êtes de Paris? Je suis parisien. Je fais le téléphone, je me sens très bien. Je vais faire là, oui. C'est là de vous étonner, je sens que vous êtes étonné, vous êtes quelqu'un d'étonné au téléphone. Mais je suis étonné parce que comment est-ce qu'un Parisien peut-il venir tourner à Lyon, par exemple? Je pense qu'il y a quelque chose qui s'appelle TGV, mais je suis pas sûr. je dois vérifier. Laissez-moi regarder. Pour rester en ligne, je tiens à ce qu'on fasse la vérification ensemble. Ne me laissez pas. On va parler de ce qui se passe. Voilà, c'est vraiment ce qu'il y a là, et tout d'un coup, dire vraiment, on va pas parler de ma recherche, on va parler de ce qui se passe, et ou du temps, ou de quoi sais-je. Et c'est pas chercher à être drôle, surtout, voilà, des blagues, mais juste. L'être ou naturel, faire rire, oui. Ça m'intéresse de parler de ça. Et voilà, quand je rappelle, voilà, en l'occurrence, vous savez, c'est moi qui vous ai parlé de TGV. Ah bah oui, et ça a marché. C'est aussi con que ça. Voilà. Ouais. On va faire une pause, tiens. Ok. On va faire du silence pour voir ce que ça donne. Tu sais, là tous les types se barrent, quoi. Les 3 spectateurs qu'on avait, ils sont déjà partis. Il n'y a plus personne. Ce silence ne va pas être monté. Non, mais je sens un afflux de spectateurs. Justement. Il y a des dingues d'ASMR qui sont là qui guettent cette vidéo. On peut voir les pics maintenant sur YouTube, notamment l'endroit où les gens se connectent. Là, il y a un pic d'ASMR, de malades d'ASMR. Le prochain projet, oui. Joris Morio, ton prochain projet, c'est quoi? Il y en a plusieurs. Je vais parler de celui qui est à Valence. Oui. Parce qu'à Valence, c'est un festival des scénaristes. Oui. Et je suis ici pour 2 raisons. D'abord parce que je suis le parrain de la section court-métrage et j'en suis très fier. Alors comment ça s'est passé, ce parrainage de la section court-métrage? Donc on peut, je le dis simplement pour nos spectateurs, dans tous ces festivals, on peut proposer, en respectant les délais, en respectant tout ce que le festival demande, on peut proposer son film. Voilà, il est sélectionné ou il n'est pas sélectionné, et quand il est sélectionné, son projet de film. Donc son projet de film, oui. Voilà, c'était des scénarios à tourner. Oui. Et voilà, c'est effectivement, il y a dans la section court-métrage, il faut le film, la continuité dialoguée, l'aide de motivation, etc. Et plus de 300 dossiers, donc c'est conséquent. Avec le comité de sélection, on réduit ça à 5, qui sont les 5. Donc ça, c'est un vrai boulot quand même de regarder 300 dossiers. Heureusement, donc le comité me facilite la tâche parce que c'est un vrai boulot et c'est bénévole en fait. Bien sûr. Ils m'ont fait une sélection de 25 et sur ces 25 dossiers, j'en sélectionne personnellement 5. Tu prends 25 dossiers, tu lis 25 dossiers. Je livre 25 dossiers qui est la présélection du comité. Oui. Et sur ces 25, je prends 5 sur lesquels je sens qu'il y a vraiment des qualités d'écriture et sur lesquels j'ai des choses à dire. Il peut y avoir quelque chose de bien, mais je dis bon, là, je ne sais pas trop comment je vais l'aider à l'accompagner, donc ça peut arriver. Mais donc voilà, et 5... Et donc le parrainage consiste en quoi? Ils arrivent à Valence, avant qu'ils arrivent, ils doivent se lire les scénarios les uns des autres, prendre des notes, savoir quels sont les points forts du scénario, quels sont les points d'amélioration. On commence par ça, je veux entendre tout le monde, c'est vraiment des discussions croisées sur des retours de scénaristes sur son travail, c'est
hyper agréable, je trouve, d'être dans cette position, de voir qu'il y a 5 personnes autour de la table qui ont pris le temps de réfléchir à son projet. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit plusieurs fois des participants, c'est très agréable de se sentir que ce qu'on a fait est pris au sérieux. Oui, voilà. Oui. C'est une reconnaissance. Oui, c'est une reconnaissance. Bien sûr. C'est vraiment une émotion qu'on ressent physiquement. Et ça se passe très bien, donc c'est parfois déstabilisant parce que ça va vite. Je les retrouve le lundi à 14h et le mercredi à 16h ils passent. Donc on a on a 4 demi-journées et pour préparer les scénarios et préparer le pitch. Donc préparer le pitch, voilà. Donc comme c'est très rapide, je les fais venir avec une première version libre qu'ils ont élaborée chacun de leur côté. Je leur dis juste, voilà, vous aurez à peu près 7 minutes, donc visez 7 minutes. Et sur cette base-là, on discute ensemble, je leur fais des retours pour dire, voilà, est-ce que ça correspond vraiment à ton scénario et comment on peut rendre ça agréable. Moi, j'admire les anglo-saxons pour leur rapport à l'entertainment et je trouve que, ouais, pour moi, c'est de la politesse. C'est-à-dire que, quel que soit l'intérêt de ce qu'on présente, il faut que ce soit diversifiant. Je ne veux pas m'ennuyer quand j'entends un pitch. Mais oui. Je veux pas décrocher. Et comme je dis, je ne veux pas micro-décrocher. Faire un tout petit décrochage, c'est un décrochage. Bien sûr. Et donc, je ne les lâche pas là-dessus. Et ce qui fait que la qualité de la sélection à la base, la qualité de leur scénario et de là où ils partent, souvent ils arrivent avec des versions de pitch qui sont quand même vraiment pas mal. Et le fait qu'on bosse vraiment tous ensemble et qu'on lâche rien, c'est la 3e année que les pitchs, on me dit qu'ils sont excellents. Et c'est une joie, c'est pour ça que je le fais, c'est pour, voilà. J'aime bien l'apprentissage, la transmission. J'aime bien l'apprentissage, j'aime bien la transmission, c'est quelque chose qui me touche, ouais. J'ai le souvenir vivace justement d'être un peu livré à moi-même quand j'ai commencé, j'ai appris sur le tas. Et je me suis dit, mais j'aimerais bien qu'on m'aide. Et bon, finalement, non, j'ai tout appris de mon côté. Et je suis retourné à l'école beaucoup plus tard, où j'ai fait l'atelier série du CEA. Le CEA, qu'est-ce que c'est ? Centre européen d'écriture audiovisuelle. D'accord. C'est une grande école de scénario dont j'ai appris l'existence plus tard, mais qui est vraiment l'une des meilleures en France. Parce que au niveau de la FEMIS, par exemple, non, c'est plutôt la FEMIS qu'au niveau du CEA. Je dis ça parce que j'ai fait donc, une des formations courtes du CEA qui s'appelle l'atelier scénario maintenant. Et j'ai rencontré les membres de mon collectif de scénaristes dans cette formation. Alors voilà, collectif de scénaristes, parle-nous de ça, puisque nous faisons cette émission aussi dans le cadre d'un collectif de scénaristes qui s'appelle l'Accroche Scénariste. Donc, qu'est-ce que c'est que ce collectif de scénaristes dont tu fais partie et en quoi c'est utile ? Tout à fait. Alors, notre collectif s'appelle le Robert Pitchoum Club. Ouais. Et gros débat sur... Pitchoum ? Pitchoum, oui, tout à fait. Bon. Gros débat, est-ce que c'est bien sérieux ? Oui. Moi, je dis non, mais c'est bien. Et à quoi ça sert ? Qu'est-ce que c'est ? C'est des scénaristes qui se réunissent tous les X semaines. Au début, on se réunissait toutes les 2 semaines, 2 fois par mois. Maintenant, on se réunit 1 fois par mois. Mais, et le cadre de ces réunions peut être très large. Au début, on s'est beaucoup réunis, encore aujourd'hui, pour parler de nos textes, pour faire des retours sur les textes, comme on fait à Valence. Donc vous échangez vos textes. On échange nos textes, on envoie les textes à l'avance, chacun potasse dessus, et lors de la séance, on se fait des retours. Quel que soit le niveau de développement du texte, ça peut être un gros pitch, comme ça peut être une continuité dialoguée, scénario en entier. On a tout fait. Et on s'est beaucoup réunis là-dessus. Mais pas que, on peut aussi explorer des notions dramaturgiques et voir comment ça marche. Faisons un état des lieux du genre horreur en série maintenant. Explorons toutes les dimensions d'un cliff. Qu'est-ce que c'est un cliff ? Qu'est-ce que ça peut être ? Réfléchissons ensemble à finalement c'est quoi une réécriture de scénario ? Par quoi on passe ? Est-ce qu'il y a des étapes ? Est-ce qu'il y a une méthode ? Et voilà, et c'est de la responsabilité de celui ou celle qui préside la séance, parce qu'on est une douzaine et donc on a instauré la présidence tournante. D'accord. À chaque séance, il y a un nouveau dictateur qui impose ses envies et ce dont il a envie de parler, et ça changera la fois prochaine.
Mais c'est pas parce que quelqu'un a préparé quelque chose que les autres n'auront pas effectivement livré Bien sûr. leur avis. En quoi c'est important, cet échange entre scénaristes dans un collectif? Ça permet d'avoir des retours déjà sur son travail, et ça c'est bien, et ça permet d'affûter son artisanat. On est des scénaristes et à la fois artistes et artisans, et le fait de réfléchir sur l'artisanat, c'est améliorer son craft, comme disent les Américains, et c'est devenir un meilleur scénariste. Mais il y a peu d'endroits, quand on n'est plus à l'école, où on peut réfléchir à ça, parce que sinon on est en train de réfléchir à des projets de fiction, de films, de séries, mais on n'est pas en train forcément de réfléchir à comment je m'améliore de manière transversale sur mon métier. Et ça, c'est un espace pour ça. Donc ouais, c'est important. Oui, parce que c'est un métier très solitaire au départ. Si je suis seul dans ma chambre... Solitaire et pas que. On est des solitaires qui luttons contre notre solitude, oui, en collaborant de manière voulue ou forcée. De manière voulue, en écrivant avec d'autres scénaristes par exemple. De manière forcée, c'est qu'on est dans un microcosme où on est obligé de travailler avec un producteur, un diffuseur, des comédiens, des comédiennes. Donc de toute manière, on n'est pas seul. Il y aura des échanges sur nos textes. Voilà, Joris Morio, un petit tour d'horizon. Si tu avais un rêve aujourd'hui, il se réaliserait comment? Alors, avant de répondre à ta question, je veux dire un truc, peut-être sera monté, ouais. Mais on va dire j'ai un toc. J'aime pas que les bâtons de relais soient tombés. Tu m'as posé une question et je n'y ai pas répondu, parce qu'on est parti sur autre chose. Tu m'as dit, tiens, parle-moi d'un projet, et je t'ai dit, je vais te parler de ce que je fais. Ah oui. C'est bien vrai. Je ramasse le bâton. On ramasse le bâton et on parlera des rêves après. J'ai l'impression que dans le scénario, c'est pareil. Tu as un film narratif oui, mais qui ne trouve pas des formations professionnelles. C'est comme si tu avais un personnage qu'on a oublié, quoi, qui disparaît dans le film. Oui. J'imagine qu'il y a des gens qui ne va pas faire ça. Oui. Il n'est pas revenu, qu'est-ce qu'il fait J'imagine qu'il y a des gens qui ont les mêmes tocs que moi qui sont en train de se gratter, qu'est-ce qu'il... Mais on a cette réaction dans les films, parfois on voit un personnage puis on dit mais qu'est-ce qu'il est devenu ce personnage? Oui, donc, tout à fait. L'un de mes projets aujourd'hui que j'ai présenté au prix du scénario s'appelle Mariage blanc, c'est un projet de série qu'on commence à faire lire à des diffuseurs et avec lequel je suis venu avec mon co-scénariste Cyril Bernet et ma productrice Jessica Boyer et le réalisateur de la série Stéphane Cafiro. Je regarde la caméra quand je dis ça, je sais pas pourquoi. Salut les gens. Et le principe du prix du marché, c'était justement mettre en lumière un trio producteur, scénariste, réalisateur. La série qui est par ailleurs est produite aussi par Yvan Sadik chez Studio Fact. Et donc on présentait notre travail, donc notre projet et la manière dont on travaille. Et ce soir, il y aura un prix. Et peut-être que vous l'aurez. Mais on a déjà été sélectionné, c'est déjà une victoire. Bravo à tous. C'est déjà bien, oui. Oui. C'est important comme ça d'être sélectionné dans ce monde, de passer des étapes, d'aller dans des festivals, d'être primé. Oui. Et un retour positif, oui. C'est bon à prendre. Ouais. Important, je ne sais pas, mais c'est agréable, oui. Et le coup d'après? Le coup d'après, c'est mon rêve, c'est ça? Oui, ou sur ton rêve, ou le prochain, ou la prochaine, ce que tu es déjà en train de préparer, ou que tu as dans tes cartons, etc. Tu as combien de trucs dans les cartons? Tu travailles sur combien de choses à la fois? On jongle, oui. Donc effectivement, ce qui est plus faisable, c'est de faire des choses qui ne sont pas au même niveau d'écriture. Oui. Donc des choses, des dossiers de préparation pour, on est au niveau encore en train de réfléchir au concept. Pourquoi? Parce que sinon on pourrait mélanger un peu les personnages, non? C'est plus agréable, je trouve. Se reposer un peu l'esprit? Typiquement, dernièrement, j'ai l'impression que j'étais beaucoup dans la construction de l'amont, de construire une histoire, des dossiers, et j'étais à Cérémania, et j'ai été voir tous les gens que je connais en disant je veux faire du dialogué, j'en ai marre de faire des dossiers, parce que pour arriver au dialogué, il faut passer par toutes les étapes, et là j'ai dit j'avais porté beaucoup de projets en amont et là je voulais faire du dialogue et j'ai eu la chance qu'on me réponde tu tombes bien, tiens, il y a ces deux scénaristes qui vont partir sur ce taux de projet, elles n'auront pas le temps de dialoguer leur séquencier, donc peux-tu dialoguer d'après séquencier? J'ai dit mais les vacances, oui, je veux faire ça, donc là je vais faire ça. Donc ça veut dire rentrer dans le projet d'un autre. Voilà, et donc
lire tout ce qui est existant. Oui. Donc là, c'était une adaptation de bouquin, donc j'ai dû lire le livre et après les séquenciers. C'est un roman? Oui, Ouais. je peux en parler, mais je pense que c'est plus ou moins... Confidentiel, oui. Je crois pas que ce soit confidentiel, non, mais Oui. non, j'ai un doute. C'est à toi de voir, oui. Ouais. D'accord. Donc on part d'un roman, les premières étapes ont été franchies, puis on arrive au dialogue. C'est ça. Ils n'ont pas fait de dialogue encore. Non, avant d'arriver au dialoguer, donc les dialogues, c'est pas que les dialogues, bien sûr, c'est tout le scénario. Hein. Oui, bien sûr. Il y a énormément d'étapes. Il faut faire, là en l'occurrence, il y avait une note d'adaptation, puis refaire des synopsis des épisodes, il y en a 6, puis après vraiment les séquenciers qui sont tout le scénario sans les dialogues. Et donc ça c'est difficile comme activité, il faut vraiment rentrer dans cet univers-là. Moi j'aime bien me glisser dans les chaussons d'un autre. Oui. C'est quelque chose que je trouve assez agréable de se mettre au service d'eux. Et oui, parce qu'on doit être au service d'eux, on doit coller à ce qu'ils ont voulu faire. Après, on a eu une petite réunion en se disant, je lisais une version intermédiaire des séquenciers pour qu'on puisse se rencontrer et échanger sur nos impressions de la série, là où on en était. Et j'avais que des détails à dire. Je trouvais que les séquenciers déjà étaient très bien, mais c'était agréable d'être écouté et d'entendre les deux scénaristes. Ils disaient, ah oui, tiens, c'est vrai, on pourrait aller par là. C'était vraiment dans les détails. On termine avec le rêve? Ouais. Au hasard? Je vis avec un sale gosse dans la tête, donc c'est ce qui est assez fatigant. Donc il me dit, parle d'ASMR, fais des blagues. Arrête, stop, sale gosse. Mais, non, mais fais-le. C'est pas drôle, mais c'est souvent fatigant. Mais fais ton sale gosse, hein, c'est pas grave. Hein, oui. T'as le droit. Hein. Voilà, non, mais j'ai envie de répondre sérieusement. Oui. Mais, c'est la pudeur aussi. Genre, oui. Tu parles de rêve, forcément, je dis, je vais me dévoiler. Les gens vont voir que j'ai des sentiments. Oui, bien sûr, évidemment. Qu'est-ce que Alors, ça peut être une question intermédiaire. Avant le rêve, je vais te laisser après le temps d'y penser. Mais oui, le rapport, justement, entre l'écriture réaliste, l'écriture qui va tomber qui va correspondre et qui va respecter l'univers préétabli, que cet univers vienne de toi ou qu'il vienne d'autres auteurs, comme on vient de le dire. Comment ça se passe, ce rapport-là? Ce rapport, en quelque sorte, entre le réel que je vais décrire et mes rêves à moi, et mes fantasmes à moi, et mes envies à moi. Je pense qu'on met de soi dans tout ce qu'on écrit, c'est sûr, mais mes rêves, moi je raisonne pas d'habitude en termes de rêve, je raisonne en termes de sensibilité. Et la chose que j'essaie de faire, c'est que ce soit sensible, que quel que soit le genre que je fais, ça m'énerve quand c'est bourrin, quoi. Je pense être quelqu'un, j'essaie d'être quelqu'un de délicat dans la vie, donc j'essaie d'écrire des choses qui sont pas forcément évanescentes, mais qui sont sensibles, quoi. Genre, on sent que les personnages sont humains et qu'ils sont touchants, même quand ils se comportent mal. Un méchant. J'aime bien les méchants. Donc le gentil qui devient con. Les gentils qui deviennent cons aussi, je trouve que c'est très humain et je comprends ça parfaitement. Donc le gentil qui devient con, oui. Le méchant mais qui a quand même de la sensibilité. Voilà. Oui. Et c'est ça qui m'anime, donc c'est ça que j'essaye d'insuffler. Et avant que la caméra tourne, on parlait du rapport à l'échec. Oui. C'est quelque chose que j'ai appris en faisant de l'improvisation par ailleurs, théâtrale. L'impro, oui, d'accord. Et il y a un auteur qui s'appelle Keith Johnson qui a écrit des bouquins sur l'improvisation et un peu sa vie l'impro. Et donc il valorise beaucoup justement ce rapport à l'échec et à la peur de l'échec qui crée des humains standardisés parce qu'ils veulent se conformer aux règles, et dont lui, anglais, il a beaucoup souffert quand il était petit, dans une éducation qui est très, très, très normalisée, et il se dit mais comment on débarrasse les gens de la peur? Et on débarrasse les gens de la peur en célébrant l'échec, en visant le fait d'échouer, non pas l'envie de réussir. Si on est content quand on rate et qu'on rate sincèrement,
On ne fait pas rater pour rater. On essaye et on rate de différentes manières. C'est là qu'on va commencer à prendre des risques et à devenir créatif. C'est toute sa philosophie. J'ai pas tout compris là. C'est en multipliant les échecs qu'on va réussir à devenir créatif? Comment, pourquoi? Les échecs qu'on est créatif. Pourquoi? Si on réussit à chaque fois, ça veut dire qu'on applique une formule et qu'on réussit ce qu'on sait faire. D'accord. Si j'essaye de changer, de sortir de ma zone de confort et d'être à l'aise avec ça, d'essayer de tenter des choses nouvelles, quand je tente quelque chose de nouveau, je rate forcément, c'est normal. Tiens, je vais apprendre à jouer au tennis, je ne sais pas jouer au tennis, je vais être nul. Et si je ne suis pas heureux d'être nul, je vais arrêter le tennis, je ne vais jamais apprendre le tennis. Si je dis, tiens, je vais apprendre la guitare, je vais être nul. Longtemps. C'est ça. Alors, mais je vais être nul pendant... si je ne suis pas heureux pendant toute cette période où je suis vraiment nul, on ne fait pas les choses et on n'est pas heureux. Donc, si on arrive à trouver de la joie dans le fait d'échouer en disant je vais faire cette chanson, je ne vais pas y arriver tout de suite du tout, mais de remarquer que j'ai échoué d'une autre manière, tiens, je ne la connaissais pas celle-là. Joris Morio, une dernière question, est-ce que cette interview est un succès ou un échec? J'espère que c'est un total échec. Merci, à la prochaine fois. Merci. Voilà, on termine en rigolant, c'est pas mal. C'était bien? Cool.